Bonjour, je m'appelle Léa Clermont-Dion. Bienvenue à Femmes savantes, une émission qui fait rayonner les chercheuses d'ici. Sylvie Lévesque, c'est une chercheuse empathique qui est très engagée dans son sujet. Et c'est touchant de la voir comme ça, d'autant plus qu'elle étudie la question des violences obstétricales, qui est très méconnue, et elle doit affronter aussi de l'adversité pour étudier ces questions-là, puis c'est la preuve qu'il faut continuer à s'intéresser à cet enjeu-là qui est primordial et qui touche tout le monde. Sylvie Lévesque est une femme de tête et de cœur. Elle est professeure au département de sexologie de l'UQAM depuis 2012. Elle est l'une des chercheuses incontournables qui s'intéresse à un sujet tabou, les violences obstétricales. Sylvie, pourquoi la sexologie? Parce que c'était un sujet qui m'intéressait. En fait, c'est étrange à dire, mais j'ai su vraiment rapidement que je voulais être sexologue. J'avais comme, je sais pas, 15-16 ans, genre secondaire 4. Puis c'était clair pour moi que c'était là-dedans que je voulais aller. Pourquoi? Ben, en fait, j'étais intéressée par la relation d'aide, par l'intervention. Fait qu'il y avait évidemment, tu sais, psycho, criminaux, travail social, qui étaient comme dans mon horizon. Mais je trouvais ça intéressant, la sexologie, parce que la sexualité, on n'en parlait pas. On en parlait un peu, mais on en parlait mal, on n'en parlait pas beaucoup. Puis je me suis dit, tu sais, ça va me permettre d'aborder quelque chose qui est peu abordé, tu sais, un créneau. Puis honnêtement, je pense que je trouvais que ça faisait un peu cool aussi de dire que tu vas être sexologue quand tu as comme 15-16 ans. Mais c'était nouveau quand même à l'époque, parce qu'il me semble que la sexologie, c'est quand même un nouveau domaine, un nouveau champ de recherche. Bien, pas si nouveau que ça, OK. en fait. Je veux dire, moi, j'ai 47 ans, puis donc, quand c'était le temps d'entrer, de réfléchir à mon avenir professionnel, ça existait déjà. Ça existait déjà comme science, comme discipline à l'UQAM, en fait, qui était le seul endroit en Amérique du Nord où il y avait un programme en sexologie. Donc, c'était clair que si j'avais à étudier dans ce domaine-là, bien, c'est là que j'irais. Puis quand je suis entrée à l'UQAM puis que j'ai commencé à étudier réellement ce que c'est la sexologie, bien, je me suis rendu compte que c'était pas ça, bien, que c'était ça en partie, mais que c'était tellement plus que ça. Dans le fond, la sexualité, c'est vraiment toute une question d'études critiques aussi des sexualités, je veux dire, de la façon dont on est comme être sexuel, sexué, du regard social sur la sexualité. Donc, c'est beaucoup plus vaste aussi que juste le clinique. C'est une question d'éducation, de sensibilisation, de prévention. Fait que c'est ça, ça dépasse largement le clinique, qui est la vision qu'on a souvent de la sexo. Puis il y a aussi le rapport de pouvoir, en quelque sorte, qui est inhérent aux relations sexuelles. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpellait également? C'est-à-dire que parfois, il peut y avoir des rapports de pouvoir, malgré Oui, nous. bien sûr, la sexualité, comme à peu près tous les phénomènes sociaux, Ouais. est traversée par les rapports de pouvoir. Pour être honnête, quand j'avais 16 ans ou 17 ans et que je m'intéressais à cette discipline-là, j'avais vraiment une vision très hétéronormative de la sexualité, de ce que c'était, les rapports de pouvoir. J'en étais vraiment peu consciente. C'est venu beaucoup plus tard dans mon parcours, en fait, pour être honnête. Puis plus tard, vous êtes intéressé aussi à la santé publique. Donc, quel alliage on peut faire entre santé publique puis sexologie? C'est quoi les liens? Bien, les liens sont très forts. En fait, moi, je me suis intéressée à la santé publique un peu plus tardivement dans mon parcours. C'est-à-dire que, bon, j'ai fait mon bac, puis par la suite, ça, je suis partie. J'ai voyagé un peu, j'ai passé plusieurs mois en Colombie, fait des cours là-bas, etc. Puis quand je suis revenue, j'ai fait la maîtrise en sexo, en recherche-intervention. C'est à ce moment-là que j'ai aussi décidé de travailler. Parce que juste aller à l'école, je trouvais ça un peu moins intéressant. Et j'ai commencé à travailler dans une ressource d'hébergement pour des jeunes en situation de rue, donc en situation d'itinérance des 18-30 ans. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte, en fait, à quel point, tu sais, je connaissais peu de choses, pour être modeste, mais c'est ça. Donc, que je connaissais peu de choses et que la vision que j'avais
de la vie, des rapports sociaux, des rapports de pouvoir aussi, et de la lecture des situations sociales était incomplète à cause de ma formation, mais aussi à cause de mon parcours puis de mon jeune âge. J'avais comme 23 ans. Puis donc, j'ai terminé ma maîtrise. J'ai continué à travailler aussi pendant quelques années dans le communautaire. Puis ensuite, c'était clair, à force de voir les situations qui se présentaient, qu'une lecture clinique ou plus individualiste des problèmes sociaux fonctionnait pas et que je me suis dirigée vers la santé publique pour avoir une compréhension un peu plus, je dirais, écosystémique des problèmes sociaux. Puis aujourd'hui, bien, c'est ça. Donc, j'ai donc une formation en sexologie, bac maîtrise, et un PhD en santé publique, en promotion de la santé, qui me permet vraiment d'approcher mes sujets de recherche, qui sont principalement les violences basées sur le genre et la santé reproductive, avec une lecture qui je dirais, est beaucoup plus écologique. Sylvie Lévesque fait œuvre utile en étudiant un sujet méconnu, mais qui touche tellement de femmes. On peut dire qu'elle est une pionnière. Parlons d'un sujet un petit peu plus sombre, les violences obstétricales. C'est un sujet de recherche qui vous tient à cœur depuis quelques années. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette question-là? Bien, en fait, les violences obstétricales et gynécologiques, moi, j'y ai été initiée justement par le service aux collectivités de l'UQAM. Donc, c'était un organisme communautaire, le RNR, qui s'appelle Mouvement Naissance-Renaissance, mais maintenant, c'est Naissance respectée, qui a frappé à la porte de l'UQAM en disant, bien, nous, on travaille en défense des droits des femmes, en humanisation des naissances, et on entend plein de témoignages de femmes qui vivent des violences obstétricales. Mais partout, on nous dit que ça n'existe pas, que c'est pas vrai, que c'est de l'anecdote. On voudrait s'associer avec des chercheurs qui vont pouvoir nous aider à faire reconnaître ça comme étant quelque chose de réel. Puis c'est assez évocatif. En fait, la première demande de subvention que j'ai déposée sur ce sujet-là, on m'a dit « Ah, ton CV est bon, tu as tout à fait les compétences, mais est-ce que ça existe vraiment? » Et on a refusé la demande en me disant, bien, il faudrait que tu nous prouves que ça existe. Parce que j'arrivais pas à citer des études scientifiques qui disaient qu'il y en a, c'est là depuis longtemps, mais on appelait ça différemment. On appelait ça de la maltraitance, on appelait ça un manque de respect, une naissance traumatique. Donc, on ne pointait pas, en fait, le personnel soignant directement, sinon que de remettre un peu, pas la faute, mais je dirais le phénomène sur les épaules des personnes qui accouchent. Donc, c'était vraiment un travail de réorganiser ce que ce sont des violences gynécologiques et obstétricales. Puis c'est quoi, justement? Parce qu'en fait, quand je nomme cet enjeu-là et je dis violence obstétricale, c'est pas tout le monde qui sait de quoi on parle. Comment est-ce qu'on définit ça? Bien, on pourrait le définir, en fait, assez simplement en disant que ce sont les différents gestes, comportements ou attitudes de la part du personnel soignant, donc de façon large, personnel soignant, envers les personnes qui reçoivent les soins. Et ces gestes, propos ou attitudes-là, en fait, portent atteinte à leur dignité. Donc, on peut parler, par exemple, de gestes effectués sans le consentement de la personne. On peut parler, évidemment, de fautes professionnelles, dans certains cas, d'offenses criminelles aussi. Je peux peut-être vous donner des exemples qui nous permettent peut-être un peu mieux de comprendre, parce que des fois, ça peut être compris aussi comme un terme un peu plus parapluie, un terme englobant. Par exemple, quelqu'un qui entrerait, un médecin. Je vais utiliser l'exemple du médecin, mais ça peut être une infirmière, ça peut être une sage-femme, ça peut être n'importe quelle personne aussi qui dispense des soins. Mais un médecin qui entre dans une salle de consultation, salle d'accouchement, et qui ne s'adresse pas à la personne et qui demande, qui ne se présente pas, qui ne s'adresse pas, qui ne répond pas à ses questions, qui dispense le soin sans avoir aucun contact avec cette personne-là, qui lui pose des questions. Ça peut être un exemple. Qui déshumanise un peu? Qui déshumanise, exactement, qui réduit la personne à un état d'objet. Ça pourrait être, on en a eu des exemples, nombreux de témoignages, une infirmière, par exemple, qui va appeler la deuxième mère l'amie
Donc, qui ne va pas reconnaître son statut de mère de l'enfant qui est à naître parce que c'est pas elle qui le porte, mais qui va la réduire à un état autre. Ça peut être, évidemment, un examen vaginal qui va être pratiqué sans consentement, non pas uniquement par une personne, mais par une équipe, disons, des médecins en formation, des internes, mais sans qu'on demande à la personne si elle accepte qu'on entre ses doigts ou sa main dans son vagin pour regarder elle est rendue à quoi en termes de dilatation. Donc, c'est vraiment différents gestes comme ça qui sont interprétés par la personne comme étant une violation de ses droits reproductifs, de son intimité, de ce qu'elle est. Et tout à fait déshumanisant, en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui entrent dans le processus d'accouchement puis de suivi de grossesse sans connaître, en fait, leurs droits. Puis justement, c'est quoi ces droits-là? Parce que j'ai l'impression aussi que des patientes peuvent se sentir moins habilitées à dire non à un médecin ou à une infirmière. Donc, quels sont les droits des patients? Bien, en fait, on a toute une série de droits de la santé au Québec. Par exemple, droit d'avoir des réponses éclairées à ces questions, le droit de donner, en fait, la nécessité de donner un consentement libre et éclairé pour recevoir des soins, le droit d'avoir un deuxième opinion. Donc, il y a comme toute une série de droits qui sont là, qui encadrent. Quand on regarde aussi les codes de déontologie des différents professionnels, on se rend compte aussi qu'il y a comme des obligations professionnelles qui sont là. Je pense que la notion que vous apportez sur le pouvoir est importante aussi à comprendre parce que quand on est une personne patiente et qu'on se présente pour une consultation, que ce soit en gynéco ou en obstétrique, on a besoin de soins. On a des attentes envers la personne qu'on consulte. On a besoin de son aide. Et cette personne-là détient l'expertise, mais détient aussi les clés pour nous permettre d'aller plus loin si on a besoin dans un processus. Donc, la relation de pouvoir d'emblée, elle est inégale. On peut être experte de son corps, savoir ce qu'on ressent. Ça ne veut pas dire qu'on va être entendu. Ça ne veut pas dire que la personnel soignant devant nous va être à l'écoute, va prendre ce qu'on dit et va y donner foi, va accorder du crédit. Et ça met en place, je dirais, un contexte qui facilite, je dirais, la survenue de soins qui sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait avoir comme soins. Au Québec, mais ailleurs aussi. Là. Je pense que notre situation, elle n'est pas unique. On n'est pas le seul endroit sur la planète où on vit des violences gynécologiques obstétricales. C'est une réalité qui est développée dans plein d'autres pays et qui est étudiée ailleurs aussi. Bien, juste de demander le consentement quand on fait un examen gynécologique, je veux dire, c'est pas tous les médecins qui demandent, là. Non, il y en a plusieurs qui rentrent, qui mettent la main. Selon le droit, exactement, selon le droit, on devrait. C'est pas parce que tu entres dans le bureau d'un médecin que tu donnes un consentement implicite à tout. Je veux dire, on peut faire le parallèle, l'analogie avec une relation sexuelle et l'importance de demander un consentement éclairé, libre. Bien, c'est la même chose. Je veux dire, qu'est-ce que c'est de la part d'un professionnel soignant de dire, bien là, je vais vous insérer un spéculum. Ça vous va? Oui, OK. Alors là, je l'entre. Là, je vais entrer. Tu sais, c'est rien. C'est pas beaucoup plus de temps. C'est pas parce que tu t'en vas pour une consultation que tu es prête n'importe quand à ce qu'il y ait comme un examen qui soit fait sans que tu saches qui s'en vient. Oui, puis des fois, quand ça arrive, parce que je pense que ça arrive à beaucoup de gens, on ne sait pas comment réagir nécessairement. T'sais, moi, il y a déjà un médecin qui faisait une radio de mon fœtus et qui a comparé le fœtus à un pénis, dans une consultation. Là, on réagit comment? On fige un peu, on ne sait pas comment, c'est ça, réagir à une situation comme ça. Puis c'est un peu fâchant parce que tu te dis, bien, après, ça va continuer, puis on sent qu'on n'a pas de pouvoir. Mais finalement, on en a, peut-être. L'histoire nous rappelle que la façon de faire les accouchements a évolué au fil des années. Cette transformation intéresse Sylvie Lévesque. Comment on est passé d'accoucher entre femmes à accoucher à l'hôpital? Bien, ça, c'est intéressant. Il y a vraiment des ouvrages super passionnants. En fait, ici au Québec, le livre écrit par André Rivard, qui est une historienne, sur ça, sur le développement de l'obstétrique au Québec, la gynéco. En fait, c'est vrai que quand on regarde historiquement, je veux dire, accoucher, c'était pas une pathologie, là, être enceinte, c'était pas comme
quelque chose qui requiert des soins médicaux nécessairement. Et on accouchait entouré de femmes, donc avec des sages-femmes qui étaient formées par des mentors, avec le soutien d'autres femmes. C'était aussi ça pour toutes les questions de santé reproductive, tu sais. Donc, c'était pas vraiment une discipline médicale, l'obstétrique. Il y a eu différents développements qui ont fait basculer un peu cette vision-là de l'accouchement plus physiologique vers quelque chose de plus institutionnalisé sous contrôle, je dirais, pas sous contrôle, mais bon, sous accompagnement médical. Et en fait, on attribue le développement de l'obstétrique, ou en tout cas pas exactement de l'obstétrique, mais le développement de plein d'interventions à un médecin américain, Sims, qui a développé, lui, différentes interventions pour réparer des fistules vaginales sur des femmes esclaves. Oh. Donc, il faut comprendre, au 19e siècle, que les femmes esclaves n'étaient pas propriétaires de leur corps et donc elles étaient amenées à sa pratique par leurs propriétaires. Sims a lui-même acheté des esclaves pour développer ses techniques sur elles et les opérait sans anesthésie, alors que l'anesthésie existait. Et il s'est donc fait un nom, il a développé ses techniques, il est devenu hyper renommé aux États-Unis, a occupé des postes prestigieux, a eu une statue de lui. C'est ça, tout ça pour avoir développer sur le dos de femmes non consentantes ces techniques. Et il y a 3, je tiens à le préciser parce que je pense que ça vaut la peine qu'on le mette de l'avant. Il y a une artiste, Michelle Badger, aux États-Unis, qui a créé une statue magnifique en Alabama qui s'intitule Mothers of Gynecology et qui représente en fait les 3 femmes sur lesquelles Sims a pratiqué le plus d'interventions. Et en fait, donc, elle revendique, plutôt que lui étant reconnu comme le père de la gynécologie, que ces femmes-là soient reconnues comme étant, finalement, les mères de la gynécologie. Parce que c'est sur leur corps, finalement, que ces interventions-là ont été développées. Mais c'est incroyable. Excuse-moi, c'est super émotif. Mais c'est incroyable de penser que la gynécologie vient d'un tortionnaire. Oui, vraiment, vraiment. Et donc, cette discipline-là, qui s'est faite sur le corps de femmes non consentantes, on peut dire qu'elle est historiquement sexiste aussi. Je pense qu'on peut le dire sans errer. Et on le voit encore aujourd'hui, en fait, dans le traitement que les femmes nous rapportent aussi de leur suivi gynécologique et obstétrical. Donc, il y a un fond de sexisme qui est là. Il y a souvent un fond de paternalisme aussi, qui est peut-être un biais inconscient qui est là, mais qui teinte nécessairement les rapports de pouvoir qui sont là entre professionnels soignants et patientes. Puis j'imagine que toutes les patientes ne sont pas égales devant le gynécologue. Je veux dire, quelqu'un qui ne parle pas le français, il y a des situations où on est plus marginalisé. Qu'est-ce que disent les témoignages à cet égard? Okay. Effectivement, les femmes ne sont pas une catégorie homogène. Et bien que toutes les femmes et les personnes qui ont un utérus soient susceptibles de vivre des violences gynécologiques et obstétricales, certaines sont plus à risque. Les travaux, par exemple, de Suzy Basile, ici, au Québec, sur les femmes autochtones stérilisées à leur insu, témoignent que pour les femmes de ces communautés-là, on n'a pas le même regard sur elles. Alors, les femmes autochtones, dans la vingtaine, bien, on veut les stériliser. Et les femmes blanches, dans la vingtaine, qui demandent une ligature de trompe, on leur dit, bien, voyons, tu vas changer d'idée, on ne te fait pas ça. Et les femmes dans la vingtaine, et je dirais même dans la trentaine, parce qu'on en entend beaucoup des témoignages, qui font de l'errance médicale à se promener d'un gynécologue à l'autre pour avoir une référence, pour avoir une ligature de trompe, alors qu'elles sont convaincues qu'elles ne veulent pas d'enfants, se font dire, bien, peut-être qu'un jour, tu vas rencontrer quelqu'un qui va vouloir un enfant, et là, tu vas regretter ta décision. Ce qui fait dire aux femmes, OK, donc, un futur conjoint que je connais pas encore, que je sais pas s'il veut des enfants, a plus de pouvoir que moi,
sur mon utérus et mes ovaires. C'est quand même fort, tu sais. Donc, effectivement, les femmes autochtones sont davantage fragilisées. Les femmes racisées, il y a plein de préjugés aussi à l'effet qu'elles ont trop d'enfants, elles les font trop jeunes. Donc, on va avoir, c'est ça, quelqu'un qui s'exprime moins bien parce qu'il ne maîtrise pas la langue et qui n'est pas capable de revendiquer ses droits ou de s'exprimer comme elle le ferait avec plus d'aisance dans sa langue maternelle. Il y a du classisme aussi, donc une femme éduquée qui a des moyens, bien, on va pas nier autant des fois ses droits qu'une personne qui a moins de moyens financiers. Donc oui, on le voit. Et les travaux de Saravasti Vedam en Colombie-Britannique démontrent vraiment clairement ces éléments-là. Donc dans une grande enquête qu'elle a faite, quantitative, elle démontre que les femmes racisées, les femmes de couleur, rapportent un nombre vraiment plus important de soins irrespectueux en obstétrique. Le travail de Sylvie Lévesque est concret et est axé sur les solutions. Il y a peut-être aussi des facteurs structurels, tu sais, des fois qui peuvent expliquer les violences involontaires, le fait que les gens du système de la santé sont vraiment sous pression, peut-être un manque d'éducation aussi. Comment qu'on fait pour améliorer la situation? Bien sûr qu'il y a plein de causes structurelles et vous le nommez bien. Je veux dire, on n'a pas un système de santé qui fonctionne comme il devrait bien, qui fonctionne super bien. Tu sais, je pense qu'il y a plein de façons dont il pourrait être... Puis je ne suis pas une économiste de la santé, je ne suis pas une spécialiste en organisation des soins de santé, là. Je laisse ça à d'autres personnes. Moi, je peux juste parler de ce que nous, on fait, nos travaux nous apprennent. Bien sûr que quand... tu es toute seule pour soutenir des femmes qui accouchent, quand tu as 10 minutes par rendez-vous en consultation gynécologique, c'est impossible que tu puisses entrer en communication réelle avec la personne devant toi, être à l'écoute, répondre à ses questions. T'sais, bien sûr qu'on a une façon de fonctionner qui pourrait être optimisée. Cela étant dit, même si on avait le meilleur système du monde, peut-être qu'il y aurait encore des violences gynécologiques et obstétricales tant qu'on ne va pas adresser réellement ces violences-là, qu'on ne va pas sensibiliser le personnel de la santé et les femmes et les personnes qui reçoivent des soins sur l'existence. Parce que ça, c'est un élément que je trouve extrêmement bouleversant. Chaque fois que je parle de violences gynécologiques et obstétricales, il y a des personnes qui me disent comme, c'est ça. Ouais. Ce que tu racontes, ce que tu es en train de nous présenter, c'est ça que j'ai vécu. Ouais. Puis je le savais pas que c'était ça. Je le savais que ça marchait pas. Tu sais, j'avais une boule en dedans de moi. J'avais comme quelque chose dans le milieu de la gorge qui me disait, non, ça devrait pas être comme ça. C'est pas normal, tu sais, qu'on me fasse ça. Mais j'avais pas de mots pour le dire. Et donc... d'entendre ça, puis de savoir que ces gens-là ont vécu avec ça pendant plein d'années, c'est bouleversant. Ou quand les gens viennent nous rencontrer pour nous partager aussi leur vécu, puis qu'ils me disent, c'est la première fois que j'en parle, alors que ce sont des éléments majeurs dans leur vie, je me dis, OK, visiblement, on n'en parle pas suffisamment. Et donc, pour revenir à ça, tant qu'on ne le met pas comme étant quelque chose d'important dans les curriculums de formation, comme quelque chose qui peut se passer et qui ne doit pas se passer, bien, ça pourrait arriver. Est-ce que les médecins sont formés aux violences obstétricales? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas actuellement. Pas selon les travaux qui ont été faits de recension des cursus. Puis comment les intervenants de la santé reçoivent ces critiques-là? Oh, ça, c'est une grosse question. OK. Au départ, il y avait vraiment beaucoup de réticence. Ou en fait, je peux même retourner un peu plus loin. Le premier projet avec le RNR et Manon Bergeron, quand on l'a terminé, Manon et moi sommes allés présenter les résultats dans un congrès à Dublin. Et c'était un congrès, c'est assez rigolo, parce que c'est un congrès sur la violence dans les soins de santé. Puis on s'est dit, quel bel endroit pour présenter ces résultats-là. On va aller parler de violence obstétricale. Et moi, je donnais une conférence dans une assez grande salle. Il y avait pas mal de gens. Et quand j'ai commencé à parler de ça et que les gens se sont rendus compte
que finalement, c'était eux et elles qui étaient les personnes visées, bien, la salle se vidait. Alors, les gens se levaient et quittaient. Et les personnes qui sont restées, qui sont venues me parler à la fin, m'ont dit « Ah, mais la situation, elle est terrible au Canada, tu sais. C'est pas juste chez nous. Il y a pas que ça. » Donc, je pense qu'il y a un mécanisme de défense parce que, à la différence des situations, par exemple, de violence sexuelle ou de violence conjugale, où il y a une intention de contrôler l'autre, une intention de s'imposer, la violence gynécologique obstétricale, elle est différente. C'est-à-dire que l'intention malveillante n'est pas là à la base. Tu sais, c'est une façon de comprendre le soin, de donner le soin. Il y a plein de facteurs plus systémiques qui expliquent aussi pourquoi ça survient. Bien sûr que ça survient dans l'interpersonnel aussi. Un médecin qui répond pas à tes questions puis qui t'ignore, c'est pas juste du systémique, c'est aussi de l'interpersonnel. Mais bref, les médecins ou les gynécologues ne se lèvent pas le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais ridiculiser ou dénigrer les personnes qui vont être devant moi. » Donc, c'est évidemment pas si bien reçu que ça. Et à la base, c'était vraiment un déni, il y a plusieurs années. Maintenant, je te dirais que ça progresse vraiment plus. Je pense, Sylvie Lévesque, que vous êtes une femme savante. Pourquoi c'est important de savoir? Bien, pourquoi c'est important de savoir? Parce que si on ne développe pas des savoirs, en fait, on s'appuie sur ce qu'on pense. Puis ce qu'on pense, bien souvent, ça va être des préjugés ou ça va être des savoirs qui ne sont pas nécessairement justes. Et parce qu'on n'aime pas ça, l'absence de conviction et de savoir. Donc, on va se remplir de choses qui ne sont pas appuyées empiriquement, qui ne sont pas exactes au moment où on est, parce qu'on sait que les connaissances s'accumulent. Et donc, on va vivre notre vie avec des croyances qui ne sont pas optimales, je dirais. Mais savoir, c'est pas juste développer des connaissances. Savoir, c'est aussi développer des compétences, développer des aptitudes. Pour moi, en tout le moins, tu sais, c'est pas juste de produire des connaissances et de pas chercher à les appliquer, puis pas chercher non plus à les intégrer dans nos vies. Pour moi, c'est comme un ensemble. C'est un tout. C'est un tout, oui. Bien, merci beaucoup, Sylvie. Merci à vous.